Bonjour et bonsoir, chers amis à travers le monde qui nous suivez encore. Je suis de retour, c'est Mac Lushimba, Big Mac pour les amis, dans le programme Le Carrefour des idées. J'ai encore un habitué du podium, c'est Monsieur Samuel Mwamba. Vous l'avez vu la fois passée, il a encore manifesté le désir de réapparaître sur notre plateau pour parler toujours des problèmes qui existent dans notre chère République démocratique du Congo. Monsieur Samuel Mwamba, encore une fois, bonjour. Bonjour Big Mac. Bonjour à tout le monde qui nous suit à ce moment. Ok, c'est très bien. Merci d'avoir accepté d'être avec nous encore aujourd'hui. Bien sûr. Merci aussi. Ok, merci. Comme tu le sais, le sujet d'aujourd'hui est dirigé vers les massacres qui ont eu lieu en République démocratique du Congo, tout juste ce qu'on appelle la Deuxième Guerre. Ok. C'est-à-dire quand il y a eu une rupture entre Kabila et ses alliés ougando-rwandais dans leur clique là de AFDL, il y a eu la Deuxième Guerre qui a duré, sous multiples facettes bien sûr, mais qui a duré plus ou moins 15 ans. Et cette guerre a fait plus de 8 millions de morts en République démocratique du Congo. C'est plus que le nombre de gens qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Okay. Alors, au vu de tout ça, ça nous a interpellés. Nous, intellectuels, n'importe quel Congolais, et surtout, ça doit interpeller les politiciens congolais à faire quelque chose de ce massacre, de cet holocauste là-bas, pour que ça ne puisse pas passer donc en silence, incognito, comme disent les Français. Yeah. Pour cela, il a fallu qu'il y ait quand même un jour sur le calendrier national qui serait dédié à tous ces morts que la machine ougando-rwandaise a décimés. Mais on s'est rendu compte après analyse, c'est-à-dire les intellectuels, y compris toi et moi, qu'une loi devrait être passée, surtout par le gouvernement congolais. Cette loi devait reconnaître un jour sur le calendrier congolais que ce serait le jour qui serait dédié à tous ces morts, à ces millions de morts qui ont perdu leur vie à cause de ce carnage là-bas. Mais jusque-là, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas un jour qui est reconnu, qui nous servirait à ce que nous puissions rendre hommage à tous ces morts-là. Et on s'est posé trop de questions entre intellectuels. On a dit qu'il était vraiment du devoir du gouvernement congolais de passer une loi reconnaissant donc le génocide, bien l'holocauste du peuple congolais perpétré par le Rwanda et l'Ouganda sur le sol congolais. Okay. Et jusque-là, il n'y a rien. Alors, on a contacté des gens. Avant d'entrer dans le vif du sujet, M. Samuel Mwamba, on a contacté des gens. J'ai contacté des gens, ils ont donné leur point de vue. Ce qui est bon d'ailleurs. Ok, écoutons un peu ce que ces gens-là ont dit. Tous sont des Congolais. Okay. Un peu ce qu'ils ont dit. Et après les avoir écoutés, nous allons retourner pour faire notre débat. Avec plaisir. Dala, c'est un Congolais vivant en Ouganda. Nous avons la question que nous voulons vous poser. Pourquoi est-ce que le gouvernement congolais n'a pas encore fait une loi reconnaissant le génocide ou bien l'holocauste qui a eu lieu au Congo, génocide perpétré par le Rwanda et l'Ouganda? Pourquoi cette loi-là n'est pas encore passée par le gouvernement congolais? C'est ça la question. Ok, cette question est un peu compliquée parce que notre gouvernement connaît le secret de cette génocide. Ok. Premièrement, si vous avez vu le film de l'histoire du Congo, vous avez ça? Oui, on a vu 3 films sur le Congo. De quel film parlez-vous? Ok. Notre président, Laurent Désiré Kabila,
les dessins. Okay. C'est celui qui a fait ses coups de se connecter avec les Ougandais et les Rwandais. Il a demandé les renforts pour venir au Congo pour prendre le pouvoir par force. Okay. À partir de ce moment-là, les Ougandais et les Rwandais ont entré au Congo par force et de cette manière, ils ont fracassé notre population. Ils ont tué les innocents qui n'avaient pas de problème pour profiter du pouvoir. C'est ce que je sais comme... c'est pourquoi notre gouvernement ne peut pas proclamer cette constitution, cette loi, de façon que, parce que s'il publie ça, eux-mêmes, ils seront condamnés. Ok, si j'ai très bien compris, c'est Laurent Désiré Kabila qui est venu avec des renforts rwando-ougandais pour prendre le pouvoir par force. Mais Laurent Désiré Kabila est déjà mort. Il y a une autre génération au pouvoir. Même son fils, il fait ça. Son fils, c'est ça, le nouveau président Joseph Kabila. Il savait toute cette histoire. Ok, donc tu veux dire que le président Kabila est complice? Oui, il est un complice. Parce que je peux vous donner d'autres exemples. Ok. Vous voyez, quand là chez nous, avant de fuir parce que nous sommes des réfugiés ici en Ouganda. Ok. Quand notre gouvernement veut attaquer les rebelles pour les frapper sérieusement, la loi vient du gouvernement à partir de la capitale de Kinshasa de cesser les faits. De cesser le feu. Or, les ennemis sont en face. Premièrement, nous tabassons la population. Quand notre force, même les forces de Maïmaï, là, les forces, vous savez ça, les forces de Maïmaï. Ok, je sais. Oui. Quand j'ai attaqué les ennemis, le gouvernement est aussi attaqué. C'est pour cette raison que notre gouvernement aussi est compliqué, notre président. Donc, si j'ai bien compris, les Maïmaï ont raison. Ce sont des patriotes congolais qui veulent se défendre. S'ils veulent attaquer l'ennemi, notre gouvernement congolais attaque les mêmes Maïmaï pour les disperser ou bien les affaiblir. C'est tout ça. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Le gouvernement congolais est aussi responsable dans la guerre, dans le génocide des Congolais. Oui. Donc, exactement. Si j'ai bien compris, tu as dit et le gouvernement de Kabila Père et le gouvernement de Kabila Fils. Donc, exactement. Alors, y a-t-il espoir qu'un jour, cette loi de la reconnaissance du génocide congolais par le Rwanda et l'Ouganda sera reconnue? Y a-t-il une chance qu'on peut reconnaître cette loi, passer cette loi un jour? Oui, nous avons cet espoir parce que mais pas, il faut que d'autres présidents, d'autres générations. La réponse peut nous prendre, je ne sais pas, une minute. Monsieur Alain Kazimbe, pourquoi est-ce que le gouvernement congolais ne passe pas une loi qui reconnaît qu'il y a eu génocide au Congo perpétré par le Rwanda et l'Ouganda? Pourquoi le gouvernement tarde-t-il? Bon, moi je dirais que ceux qui sont au pouvoir actuellement, à l'origine, c'est ceux qui sont venus avec tous ceux qui ont fait ce génocide au Congo. Ok. Donc, avec l'AFDEL, RCD, tout ça, c'est ça l'origine qui s'est passé au Congo depuis, pour moi, 94 jusqu'à ce jour. Ok. Donc, et ils ne peuvent pas s'engager dans cette loi parce que pour la suite, c'est eux qui seront rattrapés par cette loi. Ils seront rattrapés par cette loi s'ils essayent de la faire passer. Donc, parmi les génocidaires qu'on va traquer, beaucoup d'entre eux dans le gouvernement actuel vont se retrouver là-dedans, dans le panier, bien dans le filet. Effectivement. C'est ça mon analyse, moi. C'est ça ma compréhension. Ok. Pour finir maintenant, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne suis pas politicien. Oui, je sais. Je ne suis pas politicien, mais c'est une réflexion. Oui, je sais, tu es intellectuel, scientifique. Maintenant, la conclusion, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Qu'est-ce qu'il nous faut faire pour que cette loi-là soit passée? La loi qui reconnaît qu'il y a eu génocide au Congo.
Bon, je pense que vous qui êtes au niveau de la diaspora congolaise, vous pouvez faire cette plaidoyer. Parce que chez nous, avec ce qui se passe actuellement, on ne peut pas espérer à cette loi. On peut crier, on peut dire, mais je pense que la diaspora pourrait nous aider à faire la plaidoyer pour ce national, mais au niveau du Congo, je m'en doute. Ok, donc M. Alain Kazimbe, selon toi, il faut que la diaspora fasse pression pour que cette loi soit passée au niveau même du Congo, au niveau même des institutions internationales. C'est un Congolais qui vit à l'étranger, précisément en Namibie. Monsieur Domi, la question est la suivante. Pourquoi est-ce que le génocide dont le gouvernement congolais n'arrive pas jusqu'à aujourd'hui pour proclamer la reconnaissance du génocide ou bien de l'Holocauste congolais qui a été perpétré par le Rwanda et l'Ouganda en RDC et qui a coûté la vie de plus de 8 millions de Congolais. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas passé cette loi-là jusqu'à présent? Ils attendent quoi? Selon moi, c'est une question qui est un peu difficile à répondre, mais je vais pouvoir essayer de dire quelque chose là-dessus. Le gouvernement, c'est le nôtre. Nous le reconnaissons et je pense que c'est à nous le peuple, de donner des propositions afin qu'il puisse passer à cette étape-là de proclamer un génocide dans notre pays. C'est ça un peu mon point de vue, puisque en tout cas, nous ne sommes pas des décideurs, nous donnons seulement nos points de vue. C'est un peu ça. Ok, donc le peuple congolais, c'est à lui que revient le devoir donc de parler au gouvernement, de pousser le gouvernement congolais à reconnaître qu'il y a eu génocide, holocauste sur le territoire congolais. Oui. Est-ce que selon maintenant ton point de vue, dans ta conscience, tu es sûr qu'il y a eu génocide au Congo ou bien il n'y en a pas eu? Oui, bien sûr, il y a eu génocide et le génocide continue. Le Rwanda est en train d'exécuter le génocide chez nous. Ok. Ou bien c'est peut-être les mots qui sont différents. Ou bien, je ne sais pas, il faut qu'un nombre tel puisse connaître qu'il y a un nombre fixé des gens qui doivent mourir pour qu'on parle de ça, que c'est génocide ou bien c'est l'Holocauste. En tout cas, oui. Allô? Oui, je vous écoute. En tout cas, je n'ai pas de chiffres en tête. Mais selon ce que moi je connais, nos voisins, ceux qui ont commis les génocides chez nous, le nombre n'avait même pas atteint 1 million, je pense, si j'ai bonne mémoire, 2 millions. Mais chez nous, c'est plus que ce qui s'est passé chez eux là-bas. Et ils ont publié partout génocide. Pourquoi pas chez nous? Puisque le nombre de chez nous est plus grand que ce qui s'était passé chez eux. Bon, quand vous parlez de voisins là-bas, les gens vont se poser la question, de quels voisins parlez-vous? Les voisins qui ont commis ces génocides-là chez nous. Je cite le Rwanda. Le Rwanda seulement ou bien avec l'Ouganda? C'est le Rwanda qui est en première position. Ok, si je vous ai bien compris, c'est nous le peuple congolais qui devons pousser la machine, donc dire au gouvernement de passer une loi pour reconnaître qu'il y a eu génocide ou bien holocauste en République démocratique du Congo. Oui. Nous, le peuple, puisque nous avons nos élus, il y a les élus du peuple qui descendent chaque fois dans leur circonscription, là où ils étaient élus. Ok, donc nous pouvons aussi dire directement à notre gouvernement de reconnaître qu'il y a eu génocide au Congo. Oui. Donc si le peuple ne dit rien, est-ce que les leaders congolais
là où ils sont? Ne peuvent-ils pas avoir une imagination là-bas? Parce que c'est leur travail aussi. Il y a des juristes, il y a des ingénieurs, il y a des docteurs dans beaucoup de sciences là-bas. Est-ce que ne peuvent-ils pas songer à faire passer cette loi sans que le peuple puisse le dire? Parce qu'ils font aussi partie de la population Oui, oui, oui. congolais. Oui, oui, oui. Ils doivent le faire aussi. C'est leur devoir. Ce sont eux qui nous représentent quand même. Ce qui est, le nombre de morts chez nous est plus élevé, plus grand. Quand même, ils doivent aussi songer à cela. Et nous aussi, nous les peuples, nous ne pouvons pas rester dormir sur nos lauriers sans toutefois dire à notre gouvernement qu'il puisse voter une loi déclarant quoi? Le génocide chez nous. Ok, donc si je vous ai bien compris, il faut qu'il y ait une pétition. Donc ça peut être l'initiative des Congolais de la rue, donc faire une pétition qu'on va déposer dans les mains des dirigeants du Congo pour les pousser à faire passer une loi de la reconnaissance du génocide ou bien de l'Holocauste congolais. Ok, allô? Oui, je vous écoute. Oui, donc il faut qu'il y ait une pétition qui sera initiée par le peuple congolais afin de pousser la main des dirigeants congolais à reconnaître le génocide sur le territoire congolais. Oui, 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 oui. Oui. C'est à nous de pousser le gouvernement. C'est à nous, le peuple, de pousser le gouvernement. Ok. En tout cas, merci bien. Nous avons compris votre point de vue. Merci d'avoir participé à notre émission, le Carrefour des idées. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Merci bien. Bonjour, Monsieur Doris. Ok, bonjour, monsieur. Oui, nous avons en ligne Monsieur Doris, qui est aussi congolais, vivant actuellement en Afrique du Sud. Monsieur Doris, la question est la suivante. Nous sommes dans une émission qu'on appelle Carrefour des idées. Nous te posons cette question. Pourquoi est-ce que le gouvernement congolais n'a pas encore passé une loi qui reconnaîtra qu'il y a eu génocide au Congo, génocide perpétré par le Rwanda et l'Ouganda? Pourquoi? Yeah, c'est comme je voulais dire ceci. Au Congo, il n'existe et l'État n'existe. Les gens qui sont là-bas, c'est le titre du chef de l'État. Donc, il n'y a pas moyen qu'ils disent autrement que l'idéologie du président. S'ils disent autre, ou ils parlent pour le peuple, là, il est à côté, enfin, je voulais dire qu'ils ont peur du chef. C'est ça le problème du Congo. Ok, donc les gens dans le gouvernement ont peur donc du chef de l'État qui est le président, c'est-à-dire ils ne veulent pas même ouvrir la bouche pour parler qu'il y a eu génocide au Congo. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous Congolais? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour forcer à ce que cette loi-là soit passée? Là, vraiment, c'est difficile parce que les gens qui pensent changer les choses sont à l'extérieur, ils ne sont pas au Congo. Les gens qui sont au Congo ne connaissent rien, ils ne connaissent pas l'affaire du Congo. Donc, les gens qui chapeautent le gouvernement congolais sont à l'extérieur du Congo, à l'étranger. Dans quel pays? Non, les gens qui connaissent, les gens qui peuvent changer les choses. Ouais. Comme nous, ils sont à l'extérieur, les combattants, les gens qui sont dans le pays outre. Mais les gens qui sont au Congo, ils sont guidés par l'idéologie de leur président. Il dit que non, tout va bien, mais les choses ne vont pas. Mais ça n'existe pas au Congo. Ok, si nous te comprenons très bien, tu as dit que s'il faut qu'il y ait changement, cela viendra de l'extérieur, les combattants et les gens de la diaspora. Oui, exactement. Ok. Parce que les gens qui sont là-bas, ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche parce qu'on va les tuer, on va les traquer. C'est pourquoi nous sommes ici, nous sommes à l'étranger. Parce qu'on vit que les choses ne marchent pas. Si tu veux dire quelque chose, on te traque. Il n'y a pas la liberté de... Ok, merci bien. Je pense que les amis, vous nous avez bien écoutés. C'était Doris Batoubenga qui est en Afrique du Sud, un Congolais vraiment combattant aussi. Il a donné son point de vue. Merci Doris d'avoir participé à notre émission.
Bonjour. Nous sommes en ligne avec Gilbert Mouipataï, qui est un Congolais vivant en Afrique du Sud. Monsieur Gilbert, nous sommes en direct d'une émission qu'on appelle le Carrefour des idées. Nous avons une question que nous voulons poser aux intellectuels congolais. La question est la suivante. Pourquoi est-ce qu'au Congo, après cette guerre qui a fait des millions de morts au Congo, qu'on peut appeler génocide, mais pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement congolais n'a pas encore passé une loi qui reconnaît qu'au Congo qu'il y a eu génocide? Pourquoi? Le problème, c'est quoi? Le Congo, jusqu'à présent, il n'y a pas un gouvernement responsable. Okay. Tous ceux qui sont au gouvernement, ce n'est que les aventuriers. Okay. D'aider ce qui se passe au Congo, le gouvernement en place connaisse. C'est cette question. C'est ça ma réponse. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la loi soit passée? Pour que la loi soit passée reconnaissant qu'il y a eu génocide au Congo, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Maintenant, pour que la loi soit bien établie, il faut qu'il y ait un gouvernement responsable. Il faut qu'il y ait les Congolais. D'abord, il faut les Congolais prendre conscience de ce qu'ils font. Ok. Deux, il faut que tout ce qui se passe là, le gouvernement soit responsable de ce qui se passe là. Ok. Ouais. En tout cas, c'était M. Gilbert Mouipataï, qui est Congolais vivant. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Ouais, nous avons un autre Congolais, Patrick, qui vit dans l'État de Washington aux États-Unis. Il veut aussi donner son point de vue. Monsieur Patrick, la question est la suivante. Pourquoi est-ce que le gouvernement congolais jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore passé une loi pour reconnaître qu'il y a eu génocide ou bien holocauste au Congo, génocide perpétré par le Rwanda et l'Ouganda? Pourquoi le gouvernement n'a pas encore passé une loi? Est-ce que tu as une idée là-dessus? Oui, j'espère que... ok, je vais partager une idée avec vous concernant cela. Oui, actuellement, le gouvernement congolais est, bon, je peux dire, est politique. C'est-à-dire, les chefs de l'État en tête ne reconnaissent pas la génocide qui a eu lieu au Congo parce que apparemment, bon, selon nos recherches qu'on a pu faire ici à Washington, que Kabila, bon, il a passé tout son temps au Rwanda et en Tanzanie. Ok. Et oui, bon, c'est fort possible qu'il oublie le génocide qui s'est passé au Congo parce que il collabore avec les chefs de l'État rwandais et ougandais. Ok. Donc, ils essayent de calmer, donc de faire semblant que la génocide n'a pas eu lieu. Parce que si réellement il essaye de mettre ça en pratique, de faire des recherches, donc, okay. de savoir ce qui a eu lieu, ce qui s'est passé là, donc les massacres là, des Congolais et autres là, bon, il sera mis en justice et tous ses compatriotes rwandais et ougandais. Okay. Bon, c'est fort possible que les Congolais, bon, nous, tous Congolais qui sont à l'extérieur du pays, et ceux-là qui sont au pays présentement, bon, puissent nous unir, mettons-nous la main dans la main et qu'on puisse prendre soin de cela. Ok, si donc, je t'ai bien compris, tu as parlé de Joseph Kabila qui a passé tout son temps au Rwanda et en Tanzanie. Mais autour de Joseph Kabila, il y a quand même des Congolais qui ont passé toute leur vie au Congo, qui sont dans le gouvernement. Il y a le Sénat, il y a le Parlement, il y a beaucoup de gens, d'intellectuels là-bas. Pourquoi est-ce que même ces gens-là ne songent pas à faire cela, à passer la loi pour reconnaître le génocide? Bon, vous voyez, je vais parler pleinement de Kabila. Kabila, avant qu'il soit... donc, je ne sais même pas qui l'a nommé président du Congo. Il a été nommé intérim, soit disant que son père est mort, il va jouer l'intérim, donc l'intérim, disons la transition pendant une certaine période de temps. Okay. Mais cette transition n'a même pas, personne ne sait même pas combien de temps ça
ça terminait et il s'est retrouvé président, donc par dictature. Et bon, tous les Congolais qui l'entourent, le Parlement et les autres là-bas, ils visent leur intérêt personnel. Tu vois, d'abord, les Congo, prenons les... Moi, je suis né au Katanga. Ok. Oui, selon ce qui s'est passé au Katanga, le tribalisme d'abord. Ok. Je ne condamne pas nos frères katangais, non, parce que le tribalisme, en soi, s'est passé au Katanga. Il y avait eu des troubles entre Katangais et Kassaïens. Ok. Bon, oui, je ne condamne pas les Katangais sont des mauvais. Les Katangais sont... s'il y a des mauvais, il y a aussi des bons. C'est ça. Moi, j'ai passé toute ma vie, mes études au Katanga, j'ai étudié à l'université de Lubumbashi. Bon, j'ai mes amis katangais et on est bien avec eux jusqu'à maintenant. Okay. Bon, c'est juste les politiciens. Donc, Kabila a profité de ce moment-là, donc, du tribalisme là. Donc, comme il y a tribalisme au Congo, les Congolais n'arrivent pas à parler le même langage jusque-là. Okay. Si tu vois, oui, tu vois au Katanga, tu vois, bon, il y a toujours des murmures là-haut, les Kassaïens, les Katangais. Bon, partout au Congo, c'est comme ça. Alors, Kabila a profité que pendant que les Congolais sont discrets avec cela, et bon, tout son entourage, le Parlement, la majorité, c'est la PPRD. Donc, ils visent leur intérêt personnel pendant que les pauvres Congolais sont en train. Et ils sont discrets avec le tribalisme et autre chose. Ok, si j'étais bien compris, le président Kabila, Joseph, a une part de responsabilité et aussi les gens qui l'entourent, donc le gouvernement a aussi une part de responsabilité dans la non-reconnaissance de l'Holocauste ou bien du génocide congolais. Oui, je dirais oui, parce que il y a le nouveau gouvernement de Kabila, je sais qu'il y a des innocents, les gens qui le font pour viser seulement leur intérêt personnel. Si Kabila part, si son mandat termine et il part, donc ils vont aussi fuir, ils vont prendre la fuite. Prenons l'exemple de Katumba Moïse. Moi, j'ai connu Katumba Moïse quand il fut gouverneur du Katanga. Oui, je l'ai connu, j'ai vécu avec lui pendant une semaine. Il est mon oncle, et il est, bon, je peux l'appeler mon oncle maternel. Oui, Katumba Moïse était bon quand il était gouverneur, mais quand il est allé juste à travailler à Kinshasa, à la présidence, Katumba Moïse a changé. Il disait même à nous, c'est de vrai que non, la réalité de Katanga et de la capitale Kinshasa est différente. Donc, il s'est retrouvé. Donc, si j'étais bien compris, nous parlons du génocide qui a eu lieu au Congo, que le gouvernement n'a pas encore reconnu. Parce qu'au Rwanda, on fête le génocide rwandais chaque année, le 6 ou bien le 7 avril de chaque année. Pourquoi est-ce qu'au Congo, il n'y a pas une date pour fêter le génocide? Tu as condamné Kabila. Si Kabila est seul, complice, tu as condamné aussi le gouvernement. Maintenant, la question avant de finir est la suivante. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le génocide congolais soit enfin reconnu? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, pour que le génocide congolais soit reconnu, il faut que Kabila parte. Il faut que Kabila parte. Kabila cesse le pouvoir et il parte. Yes, allô? Bon appétit. Yes, bonjour. Bonjour, nous sommes ici en ligne dans l'émission Carrefour des idées. C'est Buanapichu, oui, c'est un Congolais qui est en Namibie. Il a aussi manifesté l'intérêt pour répondre à notre question. Buanapichu, la question est la suivante. Pourquoi est-ce que le gouvernement congolais ne veut pas passer une loi reconnaissant qu'il y a eu génocide au Congo, génocide perpétré par le Rwanda et l'Ouganda? Pourquoi le gouvernement congolais ne veut pas passer cette loi-là, reconnaissant qu'il y a eu génocide au Congo? Est-ce que tu peux nous répondre? Ok, merci beaucoup mon frère pour la question. Merci beaucoup mon frère pour la question. À mon avis, je pense que si le gouvernement congolais ne passe pas cette loi, selon moi, c'est parce que d'abord, c'est un gouvernement qui n'est pas au service du peuple congolais. Parce que jusque-là, le gouvernement que nous avons ne sert pas le peuple congolais. Le gouvernement sert ses propres intérêts. Alors, s'il passe cette loi reconnaissant le génocide au Congo, ce n'est pas pour leur intérêt. Ils ne vont rien gagner là-dedans. Par
en reconnaissant cette loi. Et de deux, le chef du gouvernement congolais, entre guillemets, il est congolais, entre guillemets. Bon Pichou, la continuité c'est comme ça. Alors, selon toi, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la loi soit reconnue, la loi soit passée, hein, la loi qui reconnaît qu'il y a eu génocide au Congo? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette loi-là soit passée? Ok. Et puis, moi, je pense que pour que cette loi soit passée, il faut... ce n'est pas facile. Il faut aussi une question de mentalité. Le gouvernement que nous avons aujourd'hui, la génération de gouvernement que nous avons aujourd'hui, c'est un gouvernement corrompu. Et... Bon Pichou, la continuité c'est comme ça. Alors, selon toi, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la loi soit reconnue, la loi soit passée, hein, la loi qui reconnaît qu'il y a eu génocide au Congo? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette loi-là soit passée? Ok. Et puis, moi, je pense que pour que cette loi soit passée, il faut... ce n'est pas facile. Il faut aussi une question de mentalité. Le gouvernement que nous avons aujourd'hui, la génération de gouvernement que nous avons aujourd'hui, c'est un gouvernement corrompu. Et ce virus-là de la corruption, il est en train de se générer de génération en génération. Alors, je vois mal si vraiment nous, peuple congolais, nous sommes prêts pour prendre la destinée de notre pays entre nos mains. Vraiment. C'est ça la vraie raison. Nous ne sommes pas prêts. Est-ce de notre faute? Je pense que oui, c'est de notre faute, nous, peuple congolais. Parce que le gouvernement est là, il est en train de faire des choses qui plaisent au gouvernement et non pas au peuple congolais. Et nous, peuple congolais, nous voyons cela, mais nous ne faisons rien. Ok, donc en conclusion, si j'ai bien compris, et les gens qui nous suivent en ligne, il y aura changement rien que quand le peuple congolais va se réveiller, se lever et se prendre en charge. Exactement. Ok. Merci, Monsieur Pichou, de nous avoir donné ton temps. Je pense que nos amis auditeurs et téléspectateurs t'ont suivi. Vraiment, merci de ta participation à notre émission Carrefour des idées. Je vous remercie et je vous encourage beaucoup. Bonjour. Bon, je vous présente Ricky, c'est un Congolais qui a vraiment des idées sur la politique du Congo. Il est présentement en Namibie, à Windhoek. Monsieur Ricky, est-ce que tu peux répondre à cette question que les Congolais sont en train de se poser maintenant en ligne? La question est la suivante. Oui, la question est la suivante. Pourquoi est-ce que le gouvernement congolais actuel n'a pas encore passé une loi reconnaissant qu'il y a eu génocide au Congo perpétré par le Rwanda et l'Ouganda? Pourquoi le gouvernement ne passe pas cette loi-là? Le gouvernement congolais ne peut pas et ne peut jamais, le gouvernement actuel que je parle, ne peut jamais donner cette loi-là parce que c'est un gouvernement rwandais et patronné par le Rwanda, raison pour laquelle ils ne peuvent pas se trahir eux-mêmes. Et si vous voyez le gouvernement congolais, dans tout ce qu'ils font, le Rwanda est toujours devant. Raison pour laquelle c'est impossible pour le moment de penser à ça. À moins qu'on change ce gouvernement-là. Alors, la question de conclusion est la suivante. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour que la loi soit passée? La loi qui reconnaît qu'au Congo, vraiment, il y a eu génocide, il y a eu holocauste. Ce qu'il faut faire, il faut dissoudre le gouvernement en place. C'est l'unique solution. Comment est-ce qu'on fait dissoudre le gouvernement? Comme en Égypte. Comme en Égypte, c'est-à-dire la place Tahrir. Il faut qu'on la révolution. Par une révolution. Qu'on crée une place Tahrir au Congo. Par une révolution générale.
Okay. des Congolais. Yeah. En tout cas, merci d'avoir répondu. C'était Ricky, mes chers amis, je vous avais dit, c'est un Congolais qui vit à Windhoek. Okay. Salut Sam. Oui, bonjour. Ok, ça c'est Sam qui est au bout du fil. Il est en République démocratique du Congo, précisément Colosie. La question est la suivante, monsieur Sam. Pourquoi est-ce que le gouvernement congolais traîne encore les pieds pour passer une loi qui doit reconnaître qu'il y a eu génocide ou bien holocauste sur le territoire congolais, donc génocide perpétré par le Rwanda et l'Ouganda? Pourquoi est-ce que cette loi n'est pas encore passée? De mon point de vue, je pense que le gouvernement congolais, bon, si le gouvernement fait trop dire, les personnages qui constituent le gouvernement congolais, Okay. la guerre de l'Est, c'est une source d'argent pour eux. Okay. C'est eux qui sont promoteurs de certaines histoires qui se passent à l'Est. Okay. Et il est tellement difficile pour eux de dire que le gouvernement congolais est responsable des crimes, tout ce qui se passe à l'est du Congo, parce qu'eux aussi sont impliqués dans cette affaire. Okay. Raison pour laquelle ils font table rase sur cette affaire-là. Donc, c'est ça mon point de vue. Si je t'ai bien compris, catégoriquement, tu condamnes le gouvernement congolais. Donc, c'est un gouvernement qui est... Oui, je le condamne. Donc, il n'y a pas espoir que je le condamne. Oui, il n'y a pas espoir que cette loi-là sera passée. Ça ne passera jamais. Cette loi ne passera jamais. Bon. Ça ne passera jamais. Et si cette loi passerait un jour, c'est-à-dire il faut qu'il y ait quoi pour que cette loi soit passée? En tout cas, à mon humble avis, je pense que cette loi ne passera pas aussi longtemps qu'on a les mêmes têtes. Si ce n'est pas eux, c'est leurs enfants. Vous connaissez le gouvernement congolais, on avait les Kamikatou, maintenant c'est leurs enfants, les petits-fils. Donc, il y a toujours une ligne. C'est comme si ça part toujours du père à l'enfant, du petit-fils. Il est tellement impossible qu'on puisse un jour voter cette loi. Pour moi, c'est un rêve. C'est un rêve. Il faut penser à autre chose. Il faut que cette tête-là passe ou meure pour que d'autres personnes viennent pour qu'on puisse proclamer cette loi. À mon humble avis, ça ne passera jamais. Ok, merci bien. C'était Sam que nous avons appelé de la République démocratique du Congo, précisément à Kolosi dans le Katanga. Merci Sam d'avoir participé à notre programme. Dès que nous avons une question, nous allons t'appeler prochainement. Merci bien. Merci. En ligne, M. Suleiman, c'est un Congolais partisan des droits de l'homme. Il peut répondre aussi à notre question. M. Suleiman, est-ce que tu nous écoutes? Ouais. La question est la suivante. Est-ce que pourquoi le gouvernement congolais jusque-là n'a pas encore passé une loi pour reconnaître qu'il y a eu génocide au Congo, génocide perpétré par le Rwanda et l'Ouganda? Pourquoi ça? Le gouvernement congolais, il fait quoi? Ok. Bon, moi, de mon avis, je trouve que pourquoi le gouvernement congolais jusqu'à présent n'a pas encore fait un effort pour passer une loi à propos de le génocide qui s'est passé au Congo depuis 1998, normalement, quand la Deuxième Guerre a commencé. Bon, je peux dire que la plus grande raison, c'est parce que ceux qui ont commis ce génocide-là, ce sont des gens qui sont venus de l'extérieur. Les Rwandais, les Ougandais, tout ça. Et puis, les mêmes gens, ils se sont infiltrés dans le gouvernement congolais. Ils sont là. Donc, le gouvernement du président Kabila, c'est plein de gens qui se trouvent dans le gouvernement, qui sont des Rwandais. En même temps, bon, je peux dire que certains sont même des Ougandais. Alors,
C'est très Qui difficile. se plaint? Ce sont les Oui. Congolais qui se plaignent ou bien les Congolais de la rue ou bien... Ok. Ce que moi je viens de répondre est que dans le gouvernement, c'est plein de gens qui viennent de l'extérieur d'abord. Tu veux dire plein, c'est-à-dire le gouvernement est rempli de gens qui viennent de l'extérieur. Oui. Donc alors ces gens-là, des Rwandais et des Ougandais. Oui. Jusqu'à présent, dans le gouvernement, il y a des gens, soi-disant, ce sont des Congolais, mais ils ne sont pas des Congolais. C'est ça. Ce sont des Rwandais. Ce sont peut-être des Ougandais. Alors, c'est très difficile dans ce cas-là. Bon, quelqu'un dans le gouvernement qui va commencer à dire, OK, nous devons passer une loi, tout ça. Bon, au niveau même de la présidence, on va bloquer ça. OK. Donc, ça, c'est la présidence, mon avis. aussi suspecte. Bon, de ma part, hein, ouais. Donc, il faut tout douter. Hein. Le président lui-même, donc, bon, il faut douter. Bon, il peut être congolais, bon, on ne sait pas, mais son père était congolais. C'est ça. Donc, mais lui, moi, je doute jusqu'à présent s'il est congolais ou bien il n'est pas congolais. OK. S'il est mais il y a congolais, full-time congolais ou bien non congolais. Oui, ça peut être possible. Nous avons compris, M. Suleiman. Alors, qu'est-ce que tu peux nous donner comme idée? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le génocide congolais soit reconnu? En tout cas, moi, ce que je peux conseiller aux gens, c'est, premièrement, il faut que la population, le peuple congolais, donc, se réveille. Ça, c'est un. Pour parler à la communauté internationale, pour convaincre à la communauté internationale qu'il y avait un génocide. Donc, au Congo, le gouvernement est là. Bon, le gouvernement ne fait absolument rien. Donc, tous les combattants, tous les activistes des droits de l'homme, donc, faisons un effort pour signaler à la communauté donc internationale qu'il y avait un génocide donc, au Congo. Et jusqu'à présent, le génocide, ça continue. Je peux parler un exemple, par exemple, au Rwanda. Au Rwanda, il y avait un génocide en 1994. C'est ça. Dans laquelle 800 000 Tutsis ont perdu leur vie. Mais au Congo, c'est plus de 10 millions. C'est ça. C'est presque même, donc, pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, quand donc, les gens de Hitler, les nazistes commençaient à massacrer les Juifs. Il y avait donc 6 millions de morts, mais au Congo, c'est plus de 10 millions. Mais on ne parlait pas de génocide jusqu'à présent. Mais le petit nombre qui s'est passé donc au niveau du Rwanda en 1994, donc 800 000, moins de 1 million, donc c'est toute la communauté internationale qui parle beaucoup génocide au Rwanda, mais au Congo, personne ne parle. À qui la faute? C'est ça le problème. Bon, premièrement, je peux dire, le gouvernement congolais. De deux, nous sommes aussi responsables pour faire connaître donc la communauté internationale. Nous, le peuple congolais. En tout cas, merci. C'était M. Suleiman qui a aussi donné son idée. Il est intervenu. En tout cas, on aura besoin de toi un autre jour. Merci bien. Bye bye, monsieur. OK. Merci, bye. Bonjour, Yaf. Oui, bonjour, Mike. Oh, nous avons au bout de la ligne M. Yaf, qui est à Kinshasa, un Congolais vraiment qui s'y connaît un peu en matière de politique et de droit. Monsieur F, nous sommes en train de faire une discussion et la question est la suivante. Pourquoi est-ce que le gouvernement congolais n'a pas encore passé une loi reconnaissant qu'il y a eu génocide, holocauste au Congo perpétré par le Rwanda et l'Ouganda? Pourquoi le gouvernement congolais n'a pas encore passé cette loi-là de la reconnaissance du génocide? Est-ce que tu as une réponse? Ok,
Ok, bon, je dirais, selon moi, vous savez, qui est actuellement à Kinshasa, c'est un gouvernement des rébellions, on dirait. Les rébellions de 1997-98. C'était l'AFDL à l'époque qui est entré avec le Rwanda et l'Ouganda et qui a pris le pouvoir à Kinshasa. Ok. Et pendant ces... Vous me suivez? Oui, on vous suit. Parlez. Ok, je disais, c'est le gouvernement qui est arrivé à Kin avec l'AFDL. L'AFDL était accompagné avec les gouvernements, les armées du Rwanda et de l'Ouganda. Alors, quand l'AFDL est arrivé à Kinshasa, c'est d'une façon ou d'une autre, c'était le Rwanda et l'Ouganda qui dirigeaient le pays, parce que c'est eux qui avaient placé l'AFDL au pouvoir à Kinshasa. Ok. Après, vous avez passé, c'est eux qui a pris le pouvoir. Vous savez que quand les Rwandais et l'Ouganda étaient sur le sol congolais, ce ne sont pas les généraux ou bien les officiers militaires ougandais qui étaient à l'avant-plan. On avait placé les Congolais. On avait placé les Congolais comme avec les RCD Goma, c'était Wamba Diawamba, avec les MS, c'était Bemba. Les RCD KMS, c'était Mboussa Nyamui, c'était des Congolais. Alors c'est eux qui étaient à l'avant-plan, les autres étaient sous couvert. On ne les voyait pas tout de suite, mais c'est vrai, il y avait génocide pendant ce temps-là. Maintenant, ceux qui sont au pouvoir à Kinshasa, ce sont ceux qui étaient pendant cette opération-là. Celui qui est actuellement au pouvoir, Joseph, vous savez, il était commandant des opérations à l'époque. Ok. Et donc, c'était lui le commandant des opérations qui amenait les Rwandais et les Ougandais vers Kinshasa. Alors, si ils doivent décider qu'il y avait génocide, et aussi seront cités, parce qu'ils étaient impliqués dans ces combats-là, lors de ces combats-là, lors des massacres. Ils étaient en tête des opérations. Alors, s'ils décident qu'on reconnaisse qu'il y avait génocide au Congo, ils seront parmi les personnes qui seront citées. C'est vrai que les Rwandais et les Ougandais seront cités, mais en tête, ça sera eux, parce que c'est eux qui étaient au commandant des opérations. Les Rwandais peuvent dire que nous, on était invités au Congo, c'est les Congolais qui nous avaient invités, et nous, on exécutait l'ordre des Congolais. Vous voyez? Alors, c'est ça le blocage maintenant. Et je te dis, si on reconnaît ça, nous-mêmes nous serons impliqués, nous-mêmes serons cités, nous-mêmes peut-être nous serons arrêtés par après. Alors c'est ma compréhension, je pense que ça sera difficile pour eux actuellement de reconnaître qu'il y avait génocide parce que la loi qui reconnaît le génocide va les attraper. Ok. Alors la question suivante, c'est que est-ce qu'on ne reconnaîtra plus, c'est-à-dire selon ton explication, le génocide congolais ne sera jamais reconnu dans l'histoire et appliqué légalement? Ça sera reconnu, mais il faut qu'on ait d'autres acteurs politiques. Tant qu'on a les acteurs politiques qui ont la bénédiction du Rwanda et de l'Ouganda au Congo, ça sera difficile qu'ils puissent se reconnaître parce que les pouvoirs qui, même jusqu'à aujourd'hui, ce ne sont pas les Congolais qui dirigent. C'est toujours le Rwanda et l'Ouganda indirectement. Apparemment, nous avons notre constitution, nous avons notre armée, mais il y a des injonctions qui viennent toujours du Rwanda et de l'Ouganda qui pèsent sur les dirigeants qui sont actuellement au pouvoir. Ok. Je pense que les gens qui nous suivent en direct ont compris ta déclaration. Et la question suivante, qui sera ma dernière question, c'est que est-ce que tu peux nous dire qui a le devoir ou bien le droit final de reconnaître qu'il y a eu génocide dans un pays? Est-ce que le gouvernement du pays en question ou bien c'est seulement les institutions de l'ONU? Bon, je pense que ce pouvoir-là est même reconnu même à la population. La population peut signer une pétition avec la société civile. Si la société civile est organisée, on peut initier une pétition pour susciter une loi. Alors, Yaf, tu peux nous expliquer dans la dernière question, j'ai posé qui a le droit de reconnaître, ou bien le devoir, le poids de reconnaître qu'il y a eu génocide dans un pays. Est-ce que le pays en question, avec ses institutions, ou bien c'est seulement les institutions de l'ONU? Bon, moi je pense qu'au niveau du pays aussi, on peut reconnaître, d'abord au niveau du Parlement, on peut initier une loi
pour reconnaître qu'il y a eu génocide, mais aussi cette loi peut être, parce que les crimes de génocide, actuellement les crimes de génocide est traité au niveau de la CPI, alors il faut le rendre cette loi internationale. Là, il faut aussi avoir l'initiative, la couverture des Nations Unies. Je pense que à ces deux niveaux, soit l'initiative peut commencer au pays, soit l'initiative peut être aussi au niveau commencer au niveau des Nations Unies. Ok. En tout cas, merci d'avoir répondu à la question. Je pense que les gens qui sont au bout de la ligne, les auditeurs t'ont compris. C'était Yaf qui est à Kinshasa. Merci, M. Yaf, de votre intervention. C'est ça là, toi aussi, si tu as quelque chose dans ta tête à propos du génocide qui a eu lieu au Congo. Pourquoi est-ce que le gouvernement congolais ne passe pas une loi, mon cher, pour reconnaître qu'il y a eu génocide ou bien holocauste au Congo? Mais c'est clair, mon cher, quand ceux qui sont au pouvoir connaissent tout, ce sont eux qui sont les architectes de tout ce qui se passe pour les intérêts de leurs maîtres. C'est tout à fait normal. Parce que nous avons beaucoup de choses jamais à transférer à la CPI. La dame, le magistrat est allé pour suppléer que non, il faut coopérer, organiser nos coopérations. Parce qu'il se rend compte qu'il y a beaucoup de criminels à extrader. Mais le gouvernement congolais fait oui. Parce que quand on extrade les subalternes, finalement, le chef partira. Parce qu'ils sont tous impliqués. Le problème de génocide du Congo, c'est pas au Congo. Il faut qu'il y ait combien de morts dans un pays, mon cher, pour qu'on puisse reconnaître que c'est génocide. C'est la question. Et qui doit reconnaître qu'il y a eu génocide dans un pays? Au Congo, par exemple, est-ce que c'est nous, Congolais, ou bien ce sont les étrangers, les institutions de l'ONU? Et là, c'est là le mal de CPI, parce que la reconnaissance du génocide, c'est la CPI et les conseils de sécurité qui doivent approuver. Si nous d'accord, donc c'est là les pièges que nous avons pris. Nous sommes allés signer rapidement ça, les histoires de CPI, mais en soi, la décision, mais tu peux saisir la CPI, mais l'agression et le génocide, celui qui doit les constater, c'est le Conseil de sécurité. Ok, c'est le Conseil de sécurité qui doit faire ça. L'initiative ne peut pas partir, par exemple, du gouvernement en place? Plus de 4 fois plainte. Et les autres, c'est sans lieu. Le gouvernement congolais a déjà essayé vraiment de présenter ce dossier là-bas, ou bien, parce que je n'ai aucune info. Le gouvernement congolais, non. Le gouvernement congolais, c'est de ce qu'il a présenté. Bon, ça, c'est un dossier aussi manipulé de Jean-Pierre Bemba. C'est tout. Mais tout ce qui vient, c'est là, le gouvernement congolais. Mais non, mais lui garde ses assassins. Donc, comme si tu peux nous dire, le gouvernement congolais n'a jamais présenté un dossier pour reconnaître qu'il y a eu génocide au Congo perpétré par le Rwanda et l'Ouganda. En tout cas, je ne sais pas si ça a été fait, mais ça n'a jamais été reconnu alors internationalement, parce qu'il faut que ça soit reconnu. C'est l'ONU qui a la compétence. Parce que la plainte, d'abord, ce n'est pas tout le monde qui peut porter la plainte à la CPI. Ce sont des ONG reconnues et les gouvernements. Or, vous connaissez les postures de nos gouvernements. Ils travaillent pour l'air maître. Et l'air maître, ce sont des bailleurs de la CPI. C'est là où ils sont bloqués. On a vu l'autre Livoirien, comment il a parlé à la CPI. Le seul que les maîtres et les esclaves commencent maintenant à s'entretuer à la CPI. C'est ça. Tu vois. Alors, je comprends maintenant. Là où... Oui, c'est là où se trouve le problème. C'est que nous sommes pris dans un piège de mensonges. Parce que les bailleurs de fonds de ces pays, ce sont les mêmes auteurs criminels. Donc, avant qu'ils puissent nous assujettir, ils ont commencé par fabriquer ces pays. Et voilà comment l'Afrique a tourné. Tout le monde là-bas. J'ai bien compris. C'est-à-dire, les criminels sont les juges aujourd'hui. Voilà, pratiquement. Alors, les procureurs internationaux des républiques, ce sont des criminels. Ok, ils ont leur part dans ce qu'ils font. Et maintenant, la machine ne doit pas s'arrêter seulement chez les Blancs, pour les Occidentaux en général. Parce que ça commence pas d'aujourd'hui. Cette machine ne commence pas aujourd'hui. Ça a toujours commencé, ça échoue, ça reprend. Ça échoue, ça reprend. Ça vole, ça échoue, ça reprend. Et ça change toujours la couleur et les méthodes. C'est nous qui ne changeons pas, qui sommes des imbéciles parce que nous ne nous adaptons pas à leur intelligence. Que ce sont eux qui ont volé hier, mais ils étaient en costume aujourd'hui, ils sont venus à Monieri. Nous, on ne sait pas tout ça.
Ce sont des histoires successives depuis la colonisation. Ils viennent en rouge, ils volent, demain ils deviennent des prêtres, ils changent, les enfants viennent, et retirent, ils deviennent les chefs. Ok, M. Samuel Mamba, je pense que tu as écouté ce que les autres compatriotes à travers le monde ont parlé à propos de l'inexistence d'une loi qui devait reconnaître qu'il y a eu véritablement massacre ou bien holocauste sur le territoire congolais, massacre ou bien génocide, holocauste perpétré par l'Ouganda et le Rwanda. Alors, la balle est dans ton camp. Qu'est-ce que tu peux donner comme commentaire après avoir écouté les commentaires de nos compatriotes? Écoute, Big Mac, je commencerai d'abord par saluer ces compatriotes et leur dire merci de pouvoir manifester leur désir d'intervenir sur ce sujet qui est très intéressant d'ailleurs. Et par contre, je partage un tout petit peu leurs idées. Ok. Et à un certain niveau, je ne partage pas les mêmes idées qu'eux. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on dit, bon, l'histoire est éthique, comme on l'a dit. Ouais. Nous sommes obligés de revenir envers l'histoire. En regardant ce que nous appelons aujourd'hui génocide rwandais, génocide tutsi, l'histoire nous rappelle que tout au départ, ces génocides, depuis 1991, il y avait des experts de l'ONU, il y avait des journalistes qui craignaient déjà l'existence ou l'arrivée du génocide au Rwanda. C'est ça. Parce que tout a commencé, tout n'a pas commencé lorsque le président Habyarimana est mort. Non, ça a commencé avant cela. Ça a commencé lors de l'assassinat du président Dandaye, je pense que tu connais très bien, du Burundi. Dandaye du Burundi, ouais, je connais. Exactement, ça a commencé à ce moment-là. Et il y avait déjà des experts de l'ONU qui craignaient déjà un bain de sang entre les Tutsis et les Hutus à partir de la mort d'Adandaye. Okay. Et les gens signifiaient déjà qu'il y avait vraiment un danger que nous puissions avoir du génocide au Grand Lac à ce moment-là. Alors, effectivement, nous avions eu les génocides au Rwanda. Après les génocides, on a vite compris que les gens qui ont été doigtés tout au départ comme les causes même du génocide, comme les provocateurs du génocide, ont aussi déjoué la carte pour se faire appeler victimes. Qui sont les gens qui ont été pointés du doigt? Exactement. Ils se sont fait appeler victimes après. Qui sont ces gens-là qui ont été pointés du doigt, qui sont à la base? Amine, c'est clair. Je pense que c'est très clair. Comme vous les connaissez, et vous et moi, vous le savez très bien qu'il y avait un pouvoir en place au Rwanda avec le président Habyarimana. Ils ont tué Habyarimana. Il y a eu un gouvernement intérimaire avec Théo, je pense Déogracias ou bien Théophile, quelqu'un comme ça. Il y a eu un gouvernement intérimaire en tout cas. Il y a eu un gouvernement intérimaire, je ne maîtrise pas bien les noms rwandais et puis c'est trop difficile de les prononcer. Il y a eu un gouvernement intérimaire. Et avec ce gouvernement d'intérim... C'est le président était Hutu dans le gouvernement intérimaire. Exactement. Le président était Hutu, le premier ministre était Hutu et le monsieur qui a pris les forces armées était Hutu. Nous connaissons tous bien qu'il y avait eu l'FPR que nous appelons... qui était un groupe rebelle aujourd'hui qui est au pouvoir, qui est venu menacer. À ce moment-là, c'est la personne qui vient menacer qui est les commanditaires, n'est-ce pas? C'est ça. Mais à un certain niveau, ce que j'aime aussi quelque part, même si c'est négatif, mais quelque part, moi, je soutiens un tout petit peu. Je soutiens un tout petit peu que l'FPR a su déjouer la carte. L'FPR a su déjouer cette carte devant les yeux de la communauté internationale. Et aujourd'hui, c'est l'FPR qui est devenu victime et les autres sont culpabilisés, sont inculpés, soi-disant génocidaires. Par là, qu'est-ce que je vais expliquer? Je vais expliquer l'esprit patriotique qui est incarné dans les dirigeants de l'FPR. Tu vois l'idée? Donc, je vais dire qu'ils ont compris vite que ce sont ces frères qui sont morts.
Ils ont vite compris cela. Ils n'ont pas attendu que l'ONU puisse décréter, puisse dire qu'il y a eu génocide au Rwanda. Okay. Parce que l'ONU, nous nous rappelons bien l'histoire, l'ONU jusqu'en 1994, jusqu'au massacre de Butare, l'ONU refusait de reconnaître qu'au Rwanda, il y avait du génocide. C'est ça. L'ONU refusait. Ce qui se passe jusqu'aujourd'hui au Congo. L'ONU fait semblant. Il faisait semblant aussi au Rwanda. Mais le président Kagame, pour cela, moi je pense qu'il manifeste du patriotisme. Il manifeste l'amour à l'égard de ses compatriotes qui ont péri leur vie, qui sont morts, qui ont perdu leur vie plutôt dans cette guerre. Tout en décrétant, en imposant. Moi j'appelle ça une imposition. Le président Kagame s'est imposé devant les yeux de la communauté internationale. Il a imposé, il a demandé, je pense par force mais médiatique et puis politique, il a demandé à la communauté internationale de reconnaître qu'il y avait eu génocide et que les coupables devaient être traduits en justice, et c'est ce qu'il a fait. Et je pense, lorsque nos compatriotes qui ont intervenu, disant que le gouvernement de Kinshasa craignent qu'il ne soit pas inculpé dans ces crimes-là, parce qu'ils sont ici commanditaires du génocide congolais, je ne pense pas que c'est une bonne cause. Je ne pense pas. Selon moi, je pense qu'ils peuvent avoir raison, mais le grand problème, c'est quoi? Le grand problème en est qu'il y a un manque de patriotisme dans nos dirigeants. Dans nos dirigeants, bien dans tous les Congolais. Dans nos dirigeants, tout au départ. Bien sûr que dans tous les Congolais, parce que c'est de notre responsabilité aussi. Qu'est-ce qui empêcherait, par exemple, qu'aujourd'hui, nous disons, il y a plein de dates au Congo. Nous pouvons dire la date où ils ont signé l'accord de Lusaka, ou soit l'accord d'Addis Abeba ou de Sand City. Nous prenons l'une de ces dates-là et nous disons, les peuples congolais, nous nous retrouvons tous, par exemple, au Palais du Peuple, ces jours-là. À titre de reconnaissance de nos frères, de nos 8 millions de frères qui ont perdu leur vie. Moi, si je peux proposer, par exemple, la deuxième guerre, la guerre contre maintenant Kabila et ses anciens collègues, qui a commencé au mois d'août. C'est le 4 août. Les deux. Le 2 août. Quelque chose, les 2 ou les 4. 1998, hein? 98. Yep. Ça, c'est le déclenchement de la deuxième guerre. Et c'est cette guerre, d'ailleurs, qui a tué les Congolais pendant 15 ans. Alors, moi, je pense que ce serait la bonne date. Alors, tu voulais dire qu'on peut choisir une date là où le peuple congolais peut se rassembler et faire quoi? Exactement. Et dire, nous, si les politiciens ne savent pas comment pleurer nos frères, moi je pense que ça c'est une manière non seulement d'immortaliser ces frères-là, mais aussi de leur pleurer parce que nous sommes bantous tout au départ. Chez nous, si quelqu'un est mort, nous devrons manifester notre douleur, nous devons pleurer cette personne-là. Pourquoi nous ne manifestons pas notre douleur devant les 8 millions de morts? 8 millions, s'il vous plaît. C'est plus que même la Deuxième Guerre mondiale. C'est plus. C'est plus que même la guerre de 40-45, qui a eu 5 millions à 6 millions de morts. Vous vous rappelez bien? On a eu 8 millions, s'il vous plaît. Et personne n'en fait mention. C'est ça le grand problème. Personne n'en fait mention. Vous savez... Et moi, je ne pense pas, je ne pense pas que c'est parce que les gens du gouvernement de Kinshasa ont fait aussi partie des génocidaires qu'ils ne veulent pas qu'ils soient inculpés, que ça soit une cause qu'on va brandir. Non, je ne pense pas que ça soit comme excuse. C'est la raison cachée, l'excuse. C'est quoi? La raison cachée, c'est juste, elle est simple la raison. C'est juste, il y a un manque de patriotisme dans nous. Il y a un manque d'humanisme dans nous. Nous n'avons pas l'humanisme. Nos dirigeants n'ont pas l'humanisme. Ils n'ont pas de patriotisme. Ils n'ont pas l'amour à l'égard de nos compatriotes qui ont perdu leur vie innocemment pour des causes que nous ne savons même pas clairement. Oui, je pense que je t'ai compris. Tu as bien énuméré les faits là-bas. En comparant, puisque quand on parle de génocide, le génocide qui fait faire trop de bruit aujourd'hui dans le monde, c'est le génocide rwandais. Alors, de 800 000, quelque chose comme ça. 800 000 Tutsis et Hutus. 800 000 Tutsis. Mais on dit que ce sont seulement les Tutsis qui ont été tués. Je t'ai compris. Entre parenthèses. Oui, en faisant ce parallèle-là, tu as bien mentionné. Moi aussi, en tout cas, j'étais bien suivi, j'ai compris.
s'il y a une peur au Congo, dans le chef des gens qui sont dans le gouvernement d'aujourd'hui, de faire passer une loi qui reconnaîtra ce qu'il y a eu génocide ou holocauste au Congo, alors ils pensent que peut-être eux aussi seront cités, puisque beaucoup d'entre eux étaient rebelles quelque part, ils étaient manipulés par le Rwanda, soit l'Ouganda, ils ont cette peur-là. Moi, je pense que ce ne devrait pas être la raison fondamentale, comme tu l'as bien mentionné. C'est le manque de patriotisme et de maturité politique. Pourquoi je dis ça? Tu as énuméré la crise qui a eu lieu au Rwanda. On sait tous bien que dans la région des Grands Lacs, ça a commencé d'abord au Burundi. Il y a eu un président élu démocratiquement, Melchior Ndadaye, qui était un Hutu. La junte Tutsi a comploté pour tuer ce président-là. Directement, c'était le début même du génocide dans les Grands Lacs. Ça présageait quelque chose de mauvais qui allait arriver. Alors, ça s'est transféré vite au Rwanda. Le FPR qui venait savait très bien que c'était une rébellion, Tutsi. C'est-à-dire une rébellion minoritaire. Alors, il devait avoir en face de ces gens-là, dont les gens du FPR, une majorité Hutu. Alors, en cas de clash, en cas de combat là-bas, mathématiquement parlant, il devrait perdre. Ou bien, s'il devrait gagner le combat, il devrait le faire avec l'aide de beaucoup de gens. C'est-à-dire, ils ont eu l'aide, par exemple, de l'Ouganda et même des gens au sein de l'ONU, de grandes puissances. Ils leur ont donné des armes, formations militaires, ils ont même facilité l'accès jusqu'au pouvoir à Kigali. Mais dans tout ça, il y avait eu une équation. C'est-à-dire, on combat une majorité. À supposer qu'on arrive au pouvoir un jour. Mais ça sera à quel prix qu'on va prendre ce pouvoir-là. Il fallait maintenant regarder le chemin parcouru par ces gens-là. Après avoir pris le pouvoir, je pense que quelqu'un même leur avait posé une question dans leur rencontre là-bas qu'ils faisaient avec les autorités occidentaux qui leur donnaient du soutien. Donc, ils donnaient du soutien à Kagame et aux gens du FPR. Ils leur ont dit, on peut vous soutenir pour bousculer la machine Hutu et prendre le pouvoir. Mais sachez que vous êtes moins nombreux, Kagame. Il y aura opposition farouche du côté des Hutus. Mais à supposer que vous preniez le pouvoir un jour, ça sera au prix du sang. On va tuer beaucoup de gens de ton ethnie. Qu'est-ce que toi tu en dis? Selon les gens qui étaient là, je ne veux même pas citer, qu'est-ce qu'ils ont dit? Kagame a dit, I don't care, je m'en fous. Pourvu que nous atteignions notre objectif. Alors tu comprends que monsieur faisait ce qu'on appelle une sorte de jeu de dames, le jeu d'échecs. Il y a un système de jeu d'échecs qu'on appelle qui perd gagne. C'est-à-dire, il savait que pour gagner ce combat, nous devons perdre beaucoup de nos frères. Kagame a donné un aval. Il a accepté de perdre beaucoup de ses frères Tutsi. Pourvu que le but de leur combat soit accompli, pourvu qu'ils atteignent le pouvoir, donc qu'ils prennent le pouvoir à Kigali. Alors vous comprenez, c'est ce qu'on dit. Il a fait des calculs. Exact. Il a fait des calculs. Et si Kagame, qu'on peut situer du mauvais côté bien sûr, un homme qui a accepté de sacrifier ses propres frères Tutsi pour prendre le pouvoir, et qui est parvenu à prendre le pouvoir et à tourner donc, le bouton de l'histoire. Donc, d'attaquant qu'il était, de provocateur qui avait tué le président Biarimana et le président burundais dans un avion là-bas, il est devenu maintenant, il joue la carte de la victime. Et avec beaucoup de pression là-bas, d'abord en commençant par lui-même et ses frères là-bas. Tous ils sont parvenus à attirer la sympathie des institutions du monde. Ils sont parvenus à attirer la sympathie même des Rwandais et tous là-bas. Normalement, les tous devaient aussi raisonner et dire non, monsieur, c'est toi qui nous as fait tuer. Mais tout le monde s'est tué là-bas. Ils ont tourné cette page. Les gens du monde, dans des institutions de l'ONU là-bas, ils ont tous compati avec la cause de Kagame et de ces hommes là-bas. Et ils ont proclamé le génocide de Tutsi. Eux qui avaient tort, si vous suivez les calculs politiciens, c'est-à-dire ils ont transformé leur criminalité
à l'égard des autres. À l'égard des autres, c'est-à-dire qu'ils sont devenus maintenant victimes par après. Exact. Et maintenant, que pourrons-nous dire de notre sort, nous en tant que Congolais? Le peuple congolais, c'est-à-dire, il n'y avait même pas de calcul. Si nous suivons l'acheminement de Kabila, Kabila ne pensait pas. Il faut analyser les choses. Kabila ne savait pas que ces gens avec qui nous sommes en train de collaborer vont nous tuer par après. Lui, il était bien, il savait que, bon, moi c'est le combat. Ce sont des frères qui venaient nous aider. Mobutu doit partir. C'était ça l'objectif de Kabila. Puisqu'il avait essayé dans une agression là-bas qu'on appelle MOBA 1, il avait essayé MOBA 2. Alors, qu'est-ce qui faisait qu'il échouait? C'est parce qu'il n'avait pas une organisation militaire bien structurée. Il n'avait pas d'armement, il n'avait pas le soutien national ou bien international. Alors, au moment de la révolution qui avait eu lieu, la perestroïka là-bas, qui a poussé beaucoup de pays d'Afrique à changer de système politique, il avait trouvé que c'était une opportunité. Il était parmi les vieux combattants, les vieux opposants sérieux qui voulaient que Mobutu dégage pour qu'il puisse laisser le Congo sur le chemin de la démocratie. Kabila a vu que, Laurent Désiré Kabila bien sûr, c'était une opportunité maintenant. Comme je l'ai dit toujours, il faut faire la différence. Oui, il a vu que c'était une opportunité pour que son plan puisse voir le jour. Alors, l'histoire a fait que Mobutu, les militaires congolais, beaucoup de gens, le Zaïre de Mobutu était par terre, la corruption là-bas, on ne savait pas collaborer avec les gens, la trahison, tout ça. Kabila a vu que non, il fallait mettre beaucoup de gens, des Zaïrois là-bas, autorités, militaires, politiques, à l'écart un peu. Parce que c'était des gens dont le cerveau était lavé pendant 32 ans. On ne pouvait pas faire confiance à ces gens-là du tic-tac, donc brusquement, pour accomplir un job là-bas qui demandait beaucoup d'organisation, de sérieux et d'honnêteté. C'est pour cela qu'il a dit, OK, faisons un peu ce qu'on va faire. On va trier maintenant parmi nos frères zaïrois là-bas pour voir qui est qui afin de les associer à notre mouvement. Alors, il a trouvé le soutien des gens. Lui, il avait vu qu'ils vont m'aider à faire partir Mobutu. C'était d'abord un. Et en deuxième lieu, eux aussi avaient des choses qu'il fallait faire. Il fallait qu'ils jouent la carte de leur sécurité. Empêcher à la masse de réfugiés qui étaient au Congo de s'organiser pour aller dans les bouteilles aussi dehors. C'était ce qu'on appelle donnant-donnant. C'est les affaires. Hein? C'est ça. Aidez-moi à chasser Mobutu du pouvoir. Moi, écoute, personnellement, je ne sais pas s'il y aura un moment où je condamnerai le fait que Kabila le père est venu avec les Rwandais. Okay. Je ne sais pas, peut-être ça arriverait, mais bon, pour le moment, moi, je continue à soutenir la cause. Je pense qu'il a agi et à sa place, si c'était moi, j'aurais agi aussi de la sorte. Bon, on y arrivera. Yeah. Je vais terminer avec ceci. Kabila est venu avec ces gens-là. Il est entré, aucun Congolais ne se plaint. Les Congolais étaient contents. L'histoire est là, les vidéos sont là, Kabila était applaudi partout où il passait. Kabila était applaudi partout où il passait, ils ont fait partir Mobutu. Mobutu est parti, maintenant il fallait se réorganiser. Vu que l'armée zaïroise était corrompue, l'armée n'existait même pas, les armes n'étaient pas là, il fallait réorganiser cette armée. Même si nous reculons dans l'histoire des royaumes et des empires de nos ancêtres, monsieur, si les gens, les voisins d'un empire voisin, t'aident à changer un peu donc la forme politique de ton royaume là-bas, on ne peut pas les chasser du coup comme ça. On reste avec eux, il y a l'organisation, elles vont partir un jour petit à petit. Quand il y aura de l'ordre dans ton royaume, tout ça, c'est ce qui s'est fait. Alors il ne fallait pas chasser directement les gens qui sont venus avec toi. Ils t'ont aidé après tout. Mais ce n'est que quand Laurent Désiré Kabila a vu qu'il y avait maintenant des choses suspectes qui se passaient, des choses qui n'étaient pas dans leur agenda, qu'ils n'avaient pas mis sur la table, qui ne s'étaient pas convenus, qu'il a commencé à suspecter et ça a pris du temps. Il a vu que non, ces messieurs donc avaient un agenda caché. C'est pour cela qu'il était obligé de les chasser. Et dans tout ça, la conclusion c'est quoi? Si Kagame, qui connaissait très bien les conséquences de la minorité qui doit attaquer la majorité pour prendre le pouvoir, il y aurait du sang. Mais Kabila, lui, est venu, il croyait qu'on n'allait pas nous attaquer, ce sont des gens, des amis.
Mais ils ont tourné la carte pour maintenant vouloir occuper le Congo, dominer le Congo, voler les richesses. Et après tout ça, il y a eu ce qu'on appelle maintenant la deuxième guerre, la guerre des dupes, comme les Français l'appellent. Et ça a coûté la vie de beaucoup de nos frères congolais. Exactement. Tu vois? C'est-à-dire, il y a toujours des gens au Congo qui se taisent jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est ça que moi je ne comprends pas. Si nous essayons de raisonner après avoir analysé tout ce dont nous venons de mettre sur la table, en tout cas, il doit y avoir une loi qui doit être passée, qui doit reconnaître qu'il y a eu génocide en République démocratique du Congo et des gens, et des groupes de gens, et des armées doivent être pointées, notamment au Rwanda et au Burundi. Même au Congo aussi, il y a eu des gens qui ont partisé avec la rébellion, qui ont laissé le Congo pour aller du côté de l'ennemi. Ces gens-là doivent répondre de leurs actes. Cela ne peut pas empêcher que le génocide ne doit pas être reconnu parce que parmi des Congolais là-bas, il y a eu des Congolais qui étaient amis, je ne sais pas, des rebelles, tout ça. Ça, je pense que c'est un argument. Mais aussi, Big Mac, ce qui m'inquiète un tout petit peu là-dedans, est que la Cour pénale internationale est en train d'accuser quelques-uns des politiciens congolais des crimes contre l'humanité en RDC. N'est-ce pas? On en a l'exemple Thomas Lubanga et consorts. Comment vous allez accuser quelqu'un de crimes contre l'humanité dans un pays où vous ne reconnaissez même pas qu'il y a eu génocide? C'est ça le problème. Exactement. Parce que crime contre l'humanité est parmi les définitions du génocide même. On nous dit, quand est-ce qu'il y a génocide? Il y a génocide lorsqu'il y a massacre, lorsqu'il y a extermination d'un groupe des humains, lorsqu'il y a crime contre l'humanité. C'est ce qu'on appelle génocide. Comment vous accusez des gens, vous accusez des politiciens des crimes contre l'humanité et vous ne reconnaissez pas qu'il y a génocide dans ces pays? On a à ce moment-là, il y a deux mesures. Oui, c'est ça. Et aussi Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a tué combien de gens en République centrafricaine? Comparativement au nombre de Congolais qui sont tombés sous les armes de Kagame et de Museveni. Alors vous sentez que dans tout ça, il y a deux poids, deux mesures. Il y a la politique, ou bien la justice de deux poids, deux mesures, que nous, Congolais, nous devons accuser. C'est pour cela que j'ai dit toute révolution commence d'abord par les idées. Même en Europe, on peut dire que c'est le français. Il y avait un siècle qu'on avait dit le siècle des Lumières, qui était le siècle là où il y avait des gens comme Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, qui donnaient d'abord des idées. Et les Français se sont appropriés ces idées-là pour faire une révolution. Parce qu'une révolution, ça ne se fait pas au hasard comme ça. Il faut qu'il y ait d'abord des Congolais qui raisonnent. Des Congolais qui doivent faire manger la matière au reste donc, de la population. Pour qu'on puisse nous tous connaître les dessous de l'affaire, les dessous de la politique, les dessous des mensonges de la diplomatie qui se fait au Congo. Puisqu'un peuple là qui ne connaît pas la réalité, l'histoire de son pays, aura trop de mal, même une révolution ne peut pas marcher. C'est pour cela aujourd'hui, nous nous sommes donné le devoir de parler d'abord, de feuilleter les pages des journaux, des carnets là-bas secrets et tout ça, pour savoir qu'est-ce qu'il y a au juste, afin de partager avec le reste de nos frères, ces sœurs congolais, donc de nous mettre à la page, de connaître la vérité. Cela va nous aider maintenant à faire un combat avec connaissance. Ce qui m'étonne bien sûr, Big Mac, parce que je me demande, cette diaspora-là congolaise, elle est loin même de cette histoire. Donc si tu essaies d'écouter les causes que la diaspora congolaise est en train de défendre, tu n'écouteras presque pas parler du génocide. C'est ça. Okay? On est en train de parler de Lumbe, machin, des termes que je me demande c'est quelle langue. On est en train de parler des histoires. Mais lorsque nous parlons des histoires, demandons-nous qu'est-ce que les gens pensent de nous en face. C'est ça. Nous parlons de Lumbe. Ok, d'accord, nous parlons de Lumbe. La communauté internationale, qu'est-ce qu'elle comprend par Lumbe? Mais lorsque nous nous tenons debout, nous disons,
nous allons combattre pour notre pays. Nous allons nous révolter pour notre pays. Mais nous voulons d'abord que vous puissiez respecter nos 8 millions de frères qui sont morts au pays. Parce que aussi longtemps que les 8 millions là-bas sont partis comme ça, aussi longtemps qu'il n'y aura pas de reconnaissance, c'est comme si c'était un déni. On dit catégoriquement qu'au Congo, il n'y a pas eu guerre, il n'y a pas eu de mort. Et alors, ça affaiblit tout combat qu'un Congolais peut entreprendre. Ça affaiblit toute tentative. Donc de c'est ce que je suis en train de dire. On est en train de faire signer les Américains, les peuples américains, de dire au gouvernement américain, de dire aux Nations Unies, de reconnaître qu'au Congo et au Soudan, bon, nous avons inclus un tout petit peu les Soudanais aussi, parce que ce sont nos frères africains, la solidarité africaine, quelque part. Qu'au Congo et au Soudan, ils doivent reconnaître qu'il y a eu génocide dans ces deux pays-là. Je regrette fort que je n'ai pas pris des images, mais prochainement, je ferai attention à cela. Je pense que c'est ce que la diaspora doit faire. La diaspora n'est pas ici seulement. Lorsque quelqu'un parle du mal de Kabila, on applaudit ou soit on insulte. Lorsque quelqu'un parle du mal de Tshisekedi, on applaudit ou soit on insulte. Lorsque quelqu'un parle du mal de Ngwanda et consorts, on applaudit ou soit on insulte. On n'a pas besoin de cela. Ces gens-là ne nous apporteront rien au Congo. Nous avons besoin de l'esprit patriotique, donc du patriotisme. Vous comprenez ce que je veux dire? Nos politiciens ne manifestent pas cet esprit-là. Nos politiciens ne manifestent pas l'esprit du patriotisme. Ils sont calmes devant 8 millions de morts. Allons-y, soyons humains. Ce sont nos frères en plus. Ce sont nos frères. Oui, c'est ce que j'ai aussi à dire. Si vous suivez très bien les déclarations des gens à qui on a donné le micro, hein, si vous voyez, la majorité des gens condamnent que le gouvernement était responsable. Hein, avant d'aller plus loin, de condamner Kagame ou Museveni. Si Kagame ou Museveni, eux sont contents parce que rien n'est dit à propos de 8 millions de Congolais, de plus de 8 millions de Congolais. Ils s'en retrouvent derrière. L'aventure là-bas, ouais, ils s'en réjouissent. Maintenant, eux, ils ont le droit de le faire parce qu'ils ne sont pas Congolais. Alors, comme j'ai dit même dans l'émission passée, ce n'est pas à tout Congolais de se lever en désordre là-bas pour faire entendre sa voix. Nous ne sommes pas dans la jungle. J'ai toujours dit à nos frères congolais, non. Nous ne sommes pas dans la jungle. Nous sommes dans un pays. Nous vivons à une époque moderne. Hein? Il y a des lois, il y a des canalisations qu'il faut suivre pour amener même donc, un débat sur la table, pour faire entendre sa voix uniquement en groupe ou bien au sein d'une organisation. C'est pour cela que ça doit commencer petit à petit. Cela veut dire, je veux dire quoi? Nous ne devons pas y aller en désordre. Nous devons nous organiser. Et la plus grande organisation, l'organisation la plus forte, ça commence par les politiciens d'abord. Parce que c'est eux qui incarnent la population d'un pays. C'est eux, quand ils partent à l'étranger, quand ils sont au pays, ce sont les ambassadeurs du peuple qui est derrière eux. Mais il se fait qu'au Congo, nos politiciens ne sont pas les ambassadeurs du peuple congolais. Ils n'incarnent pas la population congolaise. Ils sont ambassadeurs de leur famille politique. Ils servent leur ventre, ils servent leur club là-bas qui s'appelle parti politique. Et au pire même, ils sont en train de servir les intérêts des voisins. Tu es Congolais, tu fais la politique, tu es député, tu es, je ne sais pas, parlementaire, on t'appelle sénateur, tu es membre du cabinet présidentiel. Hein, tu manges, tu bois et tu oublies qu'il y a eu 8 millions, plus de 8 millions de Congolais qui sont morts. Alors, à quoi sert ta politique? Tu vas nous dire que tu aimes le Congo? Jamais de la vie. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui répondront devant l'histoire. Donc, Big Mac, parce qu'ils ont le pouvoir. Que font-ils pour exercer le pouvoir? Que font-ils du pouvoir qu'ils ont pour faire les choses? En citant Kagame, je voulais juste faire voir aux politiciens congolais que lorsque quelqu'un a du patriotisme dans lui, il ne craint pas qu'il sera cité quelque part. Parce que si vous essayez de regarder un tout petit peu les responsabilités par rapport au génocide congolais, Kagame et Kabila, Kagame au Rwanda et Kabila au Congo, Kabila n'a pas le même niveau de responsabilité du génocide comme Kagame l'avait au Rwanda. C'est ça. Vous comprenez?
le niveau de responsabilité de Kagame au Rwanda est plus élevé que le niveau de responsabilité que Kabila en avait au Congo. Kabila père, soit Kabila peut en avoir au Congo. Kabila père, Kabila fils. Kabila le fils. Parce que c'est lui qui peut reconnaître pour le moment. Ouais. Parce que si nous parlons du génocide congolais, ça a commencé en 1998, ce n'était pas Kabila le fils qui était président. Donc ça veut dire là, nous allons parler de RCD et de Kabila le père. N'est-ce pas? Ça veut dire quelque part, bien sûr, il sera cité à l'intérieur parce qu'il travaille avec Kabila le père, mais il n'aura pas plus de charges comme Kagame peut l'avoir au Rwanda. Mais Kagame n'a pas considéré cela. Kagame, tu as raison. Kagame a mis d'abord en avant ses frères qui sont morts, ses 800 000 frères qui sont morts. Et il a dit intelligemment qu'il était capable de renverser la cause. Et il en a fait d'ailleurs. Même si aujourd'hui la France est en train de chercher, de médiatiser comment renverser la cause. D'ailleurs, je ne vais même pas en toucher le sujet parce que la France aussi en était responsable quelque part de ce génocide. Donc, pas seulement la France, il y avait les États-Unis aussi. Il y avait la Belgique et les Zaïre aussi. Bon, quand vous analysez tout ça, vous voyez que les Africains ne sont que les victimes des combats de grandes puissances. Exactement. Ce sont les victimes là-bas, les gens qui combattent, les puissances combattent par personne interposée. Ils utilisent les petits pays africains pour leurs intérêts, tout ça. Ok. C'est que moi, le message que j'ai à l'égard de la famille politique de Kabila et Kabila lui-même, de grâce, nous savons que vous êtes mauvais, au moins ça nous savons. Mais ce que nous vous demandons, c'est de rentrer dans nos traditions, dans nos coutumes bantoues, qui disent que lorsque nous perdons un frère d'entre nous, nous devons pleurer. Nous devons manifester notre tristesse. Nous n'avons pas besoin d'attendre que les Nations Unies puissent reconnaître, puissent dénoncer qu'il y avait génocide au Congo. Ils ne sont pas congolais. Nous ne faisons qu'une partie des Nations Unies. Donc, c'est à nous, Congolais, d'abord, de commencer à le faire. Nous pouvons le faire, nous, Congolais, nous, la diaspora, nous pouvons le faire. Mais est-ce que nos voix seront entendues comme les voix du président de la République? Du président de la République plutôt? Il y a une différence entre un Congolais qui parle dans la rue et un Congolais qui est investi de pouvoir. C'est le pouvoir qui fait la différence entre nous qui parlons et ceux qui sont à Kinshasa. Exact. Alors, de grâce, nous vous demandons au moins de décréter même 2 ou pourquoi pas 3 jours, parce que nous savons, nous en Afrique, c'est 3 jours de deuil, normalement. Décréter une journée, par exemple, fériée, et puis 3 jours de deuil national, pourquoi pas, à la mémoire de 8 millions de Congolais qui sont morts. Soyons humains, soyons bantous, revenons à la raison, réfléchissons un tout petit peu. Nous, on a vu comment nos frères Kagame et sa bande ont essayé de médiatiser leur cause. Ils ont essayé de mettre leur cause en avant. Ils ont médiatisé, ils ont travaillé fort. C'était pas facile que tout le monde puisse accorder leur sympathie à l'égard du gouvernement rwandais. C'était pas facile, Big Bang. Et notre gouvernement doit mettre en habitude les habitudes de ne pas attendre que les gens viennent faire quelque chose pour eux, viennent initier quelque chose pour eux. J'ai comme impression, c'est ça l'attitude que le gouvernement congolais en a. Et je ne pense pas que c'est responsable. Oui, j'ai comme l'impression aussi que si un gouvernement en place ne fait rien, c'est vraiment un gouvernement responsable. Alors, il appartient au peuple, dans la rue, dans toutes les villes, de se lever et de bousculer ce gouvernement-là à travailler. S'ils ne veulent pas travailler, qu'ils foutent le camp, qu'ils partent carrément. Alors, ça doit commencer par des pétitions, comme tu l'as dit là-bas. Les Congolais devons nous organiser à faire passer des pétitions pour que le génocide congolais, l'Holocauste, comme moi j'aime l'appeler, soit reconnu. Tout homme au pouvoir qui essaiera de freiner cette histoire, en tout cas, il doit passer. Tu as dit, c'est dans la tradition des Bantous. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas seulement dans la tradition des Bantous. Les Juifs aussi ne sont pas des Bantous. Imaginez ceux qui nous ont connus des mains des nazis en 1900, dans la période de 1939 et 1945. Jusqu'aujourd'hui,
ceux qui ont comploté, ceux qui ont parlé, ceux qui ont aidé, ceux qui ont fait même l'Holocauste là-bas, activement, inactivement, de loin, de près, ces gens-là sont poursuivis jusqu'aujourd'hui, qu'ils soient jeunes ou même plus vieux. Les Juifs ne sont pas des Bantous. C'est-à-dire, on peut être Bantou, on peut être nilotique, on peut être blanc, arabe, tout ça. Il y a quand même un point commun qui nous rassemble tous, c'est l'humanité. Nous sommes les humains. Si l'Amérique traîne les pieds, l'Europe aussi traîne les pieds, parce qu'ils ne sont pas innocents dans la tragédie des Grands Lacs. Et c'est tout à fait normal. Nous ne devons pas attendre que l'Amérique, la France, la Belgique, le Canada, des pays qui étaient en première ligne dans le carnage qu'il y a eu et qui continue à avoir lieu dans la région des Grands Lacs, que ces pays-là viendront nous donner des pistes de solutions, viendront nous donner des idées. Non, ça doit commencer avec nous. C'est-à-dire, nous devons savoir nous organiser. Nous, le peuple congolais, si le pouvoir ne fait rien. Et vous verrez que les puissances, les organisations même de l'ONU, n'ont jamais eu peur d'un groupe de gens. Ils ont peur du peuple. Donc, il faut que le peuple congolais s'organise partout pour faire aussi la pétition afin que les génocides congolais soient reconnus. Aussi, quelque part, Big Mac, c'est ce que nous disons tous, je pense que nous sommes au même langage, que c'est irresponsable lorsqu'un parent, par exemple, est dans sa maison et il y a quelqu'un qui vient agresser ses fils et il tue ses enfants, que les voisins viennent crier haute voix qu'il y a des enfants qui sont morts ici et que les parents sont en train de se taire. C'est ça le problème. Je ne comprends pas cela. Tu as suivi les déclarations des gens qu'on a appelés. Exact. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont perdus vraiment, ils ne comprennent pas. Et ça les amène à dire quoi? Le Congo n'est pas dirigé par les Congolais. Ils suspectent même, ça montre maintenant la rwandosité même de Kabila. C'est Kabila qui doit nous prouver. Ça, ce sont des sentiments qui m'animent pour le moment maintenant. Oui. Je commence à me dire, bon, personnellement, j'ai tant douté qu'il n'était pas congolais. J'ai douté parce que lui-même, Kabila, le père, disait qu'il était son fils. Ouais. Mais maintenant, je commence à être animé des sentiments un peu allergiques à ces sujets. Les peuvent nous donner une idée moitié. Mais les actes peuvent compléter. C'est ça même la totalité de notre personnalité. Exactement. On peut me soupçonner, oh, Mac est étranger, Mac, blablabla. C'est normal que les gens parlent. Maintenant, on va voir la vérité de ce que les gens disent à propos de moi, donc dans des problèmes sur terrain qui arrivent au Congo. Est-ce que je dois supporter mon pays ou bien je dois supporter le pays que les gens soupçonnent que je suis venu de là? Toi, tu es Congolais. Les gens disent que tu es étranger, on te soupçonne. Un président au pouvoir, d'abord, c'est la présidence qui prend tous les déchets. S'il y a un problème, même les conseils, on ne peut pas les citer. On cite le président. Non. Tu ne pleures même pas. Il n'y a aucun jour sur le calendrier congolais, là où on doit même reconnaître qu'il y a 8 millions de Congolais, plus de 8 millions de Congolais qui sont morts. Kabila père est mort. Tu as vu. Moi, mon père qui meurt. Les enquêtes, ça aboutit où? Hein? Je ne sais pas si tu es au courant. Bien sûr. Les enquêtes, est-ce qu'on en parle? Donc, on va oublier Kabila comme ça. Si tu es au pouvoir, tu échoues de mener les enquêtes. Le pouvoir, c'est-à-dire, tu as plein de droits. Tu peux manipuler les choses. Et ton père qui n'est pas resté seulement ton père privé, il a été maintenant le papa de toute la nation. Hein? Tu es au pouvoir, tu ne parviens pas ça va au-delà à mener les de enquêtes. nos esprits. Tu as le pouvoir, tu ne parviens pas à mener les enquêtes pour trouver qui sont les commanditaires de la mort de Laurent Désiré Kabila. Quand tu ne seras plus au pouvoir, c'est quand tu auras le poids de mener les enquêtes et de trouver les commanditaires. Mais ça, c'est de la farce. C'est désolant. Alors, ça amène un Congolais normal à dire maintenant n'importe quoi, à suspecter qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Que nous sommes à ce moment, avec toutes ces choses-là, néanmoins qu'on soit fainéant, mais quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui pense, avec tous ces éléments, il peut déjà tirer conclusion. Ça fait la honte à la présidence du Congo, dans le gouvernement congolais. Ces gens-là doivent avoir honte. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils se promènent même, ils ouvrent même la bouche grandement dans le monde. Un président qui meurt, pas d'enquête, ou bien s'ils font une enquête, ça n'a mené nulle part. Le peuple congolais est là, plus de 8 millions de Congolais tués, tu vois les politiciens congolais,
le font, il n'y a pas donc ce problème là-bas. On arrête n'importe qui, n'importe comment. On est en train d'arrêter les Congolais. Ils s'adressent maintenant aux Congolais. Aujourd'hui, le sujet du moment, c'est quoi? Ils songent maintenant à coller au pouvoir, à chercher d'autres mandats là-bas. C'est-à-dire quoi? Ils sont là pour le pouvoir, non pas pour le pays. Alors, monsieur... Et n'est pas même pensé à son père qui est mort. C'est ridicule. C'est ridicule. Tout ce qui se fait au Congo, là, dans le gouvernement congolais, mes chers amis, c'est vraiment ridicule. C'est ridicule. Ça dépasse même le ridicule. Ça fait insulter. Allez sur le site des rencontres là-bas. Combien de gens insultent le Congo? Ils nous insultent même, nous. Pourquoi? À cause de nos dirigeants qui n'ont aucune vision, qui n'ont pas de sérieux dans le travail, qui sont en train de... Ils ne font rien. Eux, leur problème, c'est le pouvoir maintenant. Tu vois maintenant, tout ce qui se parle maintenant au Congo, c'est quoi maintenant? Vous savez, Big Mac, vous êtes aux États-Unis comme moi. Vous savez quelle est l'image des Congolais à l'étranger. Des fois même, nous nous retrouvons devant les autres nations, devant des autres personnes. Et lorsque vous vous présentez dans des séminaires ou quelque part, vous dites « je viens de la République démocratique du Congo », vous allez voir que tout le monde se dit « oh, comment tu es parvenu? Comment tu t'es en sorti? Comment tu es là ?» Ça nous fait la honte quelque part. Comment est-ce qu'il y a eu carnage dans votre pays? Oh my God, ce pays-là est meurtri. Ce pays-là est du Congo. Et tout le monde te regarde avec peur, tu te dis, mon Dieu. Et parfois, quand tu as le courage de faire des choses même en singleton, même en petit groupe avec tes camarades, afin que la voix des Congolais puisse se faire entendre, les Américains, les Européens et beaucoup de gens qui connaissent le Congo au moins s'étonnent. Ils disent, ah, tu es courageux toi, hein? Tu vois. Exactement. Tu es courageux. En tout cas, vraiment, tu fais la différence. C'est-à-dire quoi? Il est connu que la nature des Congolais, la majorité, ce sont des gens amorphes. Qui voient les choses, qui regardent et ne feront rien, ça va passer comme ça. Et c'est pour cela que les pays étrangers profitent. Kagame n'est pas inquiété. Museveni n'a jamais été inquiété. Et quand vous verrez maintenant au Congo, vous regardez très bien, le gouvernement en place est en train d'étouffer les Congolais, la liberté des Congolais. Hein? S'ils sont des braves politiciens, des braves combattants, qu'ils ont maintenant faire taire Kagame. Et ça fait que quelqu'un même m'a dit qu'à l'égard de tout ce qui se passe, on comprend maintenant que le calme qui est dans l'est du Congo, ça n'a pas été amené par votre gouvernement. Ça, tu penses que c'est votre gouvernement qui a amené la paix? C'est la machine de l'ONU, en collaboration avec Kagame et Museveni, qui sont en train de vouloir préparer quelque chose de nouveau. Hein? C'est-à-dire, tournons la page de cette façon de faire la guerre. C'est une ancienne manière. Ils sont en train de tourner la page pour chercher maintenant une manière de manipuler les Congolais et de les tuer, de les piller, hein? Sans qu'il y ait maintenant du sang. Alors, vous comprenez que... À ce niveau, je suis parfaitement d'accord avec. C'est regrettable. C'est ça. Donc, moi, je pense, je vais bien en profiter de ces cadres pour faire passer les messages. Le message est clair, que chers Congolais, laissons tomber nos différences, laissons tomber nos insultes. Nous savons que nous avons besoin quelque part du pression, de lumbe, de mouette, comme vous le disiez. Moi-même, je ne maîtrise pas cette langue. Je ne sais même pas si c'est quelle langue du Congo. Alors, focalisons-nous à des choses qui sont responsables. Nous n'allons pas parler de la guerre au Congo lorsque nous ne reconnaissons pas. Nous n'avons même pas de preuves qu'il y avait 8 millions de morts. Reconnaissons d'abord cela. L'ONU et les pays occidentaux vont nous dire, vous faites trop de bruit. Qu'avez-vous déjà fait chez vous? Exactement. Pour montrer que vous regrettez les plus de 8 millions de Congolais qui sont morts. Exactement. Il n'y a rien. Sur le calendrier congolais, il n'y a rien. Et on a un gouvernement de bavards qui sont là. Si au moins la diaspora de chaque pays, si au moins la diaspora de chaque pays faisait une pétition, par exemple, pour dire que nous demandons que les organisations des Nations Unies puissent reconnaître qu'il y a eu génocide au Congo, j'évite de dire holocauste, parce que ça n'a pas eu trop de tournures religieux, n'est-ce pas? Et qu'il y a eu... Monsieur, génocide, holocauste, ça n'a qu'une relation avec la religion. Le degré des morts, le nombre exorbitant, le nombre important de gens qui meurent. Alors, ça commence par massacre, génocide, ça arrive même holocauste, hécatombe.
C'est grave. Au Congo, c'est l'hécatombe généralisée. C'est le pays dans lequel, mon frère, on a tué plus de gens dans une guerre que dans n'importe quel pays sous le soleil depuis qu'ils ont créé la planète Terre. Chaque pays, chaque diaspora de chaque pays, au moins, pourrait initier une pétition. Initier une pétition, c'est la moindre des choses, moi. J'aurais proposé, comme tu as dit, la deuxième guerre, c'est-à-dire entre Kabila Père et ses amis-là. Ça a commencé en août. Tu as dit le quantième, la date, c'est le 2 août. Moi, je propose que le 2 août, parce que c'est le jour où ça a commencé à tourner contre la population congolaise. Nous sommes Congolais, nous parlons de l'hécatombe, de le massacre des Congolais, le génocide des Congolais. Ça a commencé quand? On a vu que c'est le jour où les anciens amis de Kabila ont pris les armes maintenant pour tuer les Congolais. Que ce jour-là soit proposé par le gouvernement congolais et nous, Congolais de la diaspora, pour qu'on puisse commencer à commémorer les morts congolais, que ce soit la reconnaissance du génocide congolais. C'est ça. Je pense que c'est regrettable. Mon frère, en tout cas, nous faisons nos efforts de notre côté avec le peu de connaissances que nous avons, avec le peu d'opportunités que nous avons de lire par-ci par-là, de rencontrer beaucoup de gens là-bas. Ça fait pitié quand on est à l'étranger, un homme, une personne qui n'est même pas congolais, tu vois, sait que vous venez du Congo, automatiquement il a l'image, oh, ce pays-là, vraiment, j'ai peur, j'ai pitié de ce pays. Il y a des autres qui appellent même que, oh, you come from a jungle, you know? Et ils pensent que c'est du jungle, Les gens s'entretuent comme ça. Exactement. Et des fois, franchement, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Nous devons penser à cela. Mon frère, Samuel Mwamba, c'est à nous, Congolais d'abord. Au Congo et dans la diaspora. Partout où nous sommes, de nous prendre en charge. Ça ne demande pas les armes, les Kalachnikov, d'abord, non. C'est question de prendre conscience. Le plus grand problème, tu verras que dans tout ce qui s'est fait au Congo, c'est la prise de conscience. C'est question de conscience. Une personne qui n'a pas conscience de ce qui se passe en lui, de ce qui se fait autour de lui, c'est vraiment une personne qui est difficile à communiquer avec. Tu ne peux pas coopérer avec cette personne. Parce que la personne semble venir d'une autre planète. La personne ne comprend pas ce qui est autour de lui. Donc, il faut d'abord que les Congolais nous puissions prendre conscience de ce que nous sommes, qui nous sommes, d'où nous venons, où nous sommes aujourd'hui, combien de choses nous avons traversées pour arriver où nous sommes. Est-ce que nous sommes ce que nous devrions être? Sommes-nous contents de l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui? Ou bien quelque chose qu'il faut refaire? Comment le refaire? Avec qui? Pourquoi? Quand? Si nous prenons conscience de tout ce que je viens d'énumérer, tu verras que nous allons nous prendre en charge et aller dans la bonne direction. On ne viendra pas nous pleurer par les voisins si nous ne pleurons pas nous-mêmes. On ne viendra pas nous dire que nous avons pitié de vous. Si nous-mêmes, Congolais, nous n'avons pas pitié de nous. Si le gouvernement n'a pas pitié. J'aime bien ta phrase, tout en disant que les voisins ne viendront pas pleurer nos morts lorsque nous-mêmes, nous ne pleurons pas nos morts. C'est ça le grand problème. Ça, c'est clair. Ça, c'est la phrase clé. C'est ce que nous devons mettre dans nos têtes. Qu'il n'y a personne qui viendra pleurer nos frères. OK? Personne ne viendra pleurer mes fils. Moi, si ce n'est pas moi-même qui commence à pleurer mes fils. Si tu n'organises pas le deuil, personne ne viendra. Tu ne pleures pas, tu ne cries pas. Tu vois que les voisins viendront dans un village africain? Non. Jamais. Tu les enterres en catimini, la nuit là. On va te demander où sont tes fils? Oh, ils sont en voyage. Ah, tu caches. Il n'y aura pas de deuil. On doute qu'ils sont tes fils après. Après tout, on va douter qu'ils sont tes fils biologiques. Voilà. C'est ce qui s'est fait au Congo. Beaucoup de Congolais qui on a donné le micro, ils ont exprimé leur désarroi. Ils doutent de beaucoup de gens qui sont à la tête du gouvernement congolais, qui sont à la tête du Congo, que ce sont des vrais Congolais. En tout cas, il y a maintenant trop de... Alors à ce moment-là, moi je me demande, leur comportement. Est-ce que les dirigeants congolais nous interdiront de ne pas penser qu'ils ne sont pas Congolais? Ils ne peuvent pas nous interdire. Ça, c'est la question que je commence à me poser. Leurs actes nous donnent matière à réflexion. Exactement.
Un Congolais qui n'a pas de sympathie pour le Congo et les Congolais. Et les Congolais. Il est Congolais. Comment tu veux qu'on t'appelle Congolais à ce moment-là? Moi, je préférerais même qu'un Américain, un Suédois ou bien même un Finlandais vient diriger le Congo aussi. Qui vient pour manifester son désir, donc, qui vient nous montrer la voie de valoriser le Congo et la vie des Congolais. Moi, je peux l'accepter. Exact. Au lieu de prendre quelqu'un qui se dit, je suis Congolais, il parle toutes les langues du Congo, mais avec l'hécatombe qui a eu lieu, l'Holocauste, le génocide, il est là, il est au pouvoir. Vous savez, Big Mac, il y a des autres choses qu'on ne peut pas énumérer. Il y a des autres choses qu'on ne peut pas énumérer en public. Mais nous, peut-être, on a eu l'occasion de parler avec les gens qui parlent avec les dirigeants congolais. C'est regrettable. Ça, c'est clair, c'est regrettable. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas, tu vois, à un certain moment qu'on doit se réserver dire en public, mais c'est regrettable quelque part. Alors, ce que nous nous interpellons, ce que nous demandons aux dirigeants congolais, c'est de revenir à la raison. S'ils sont vraiment congolais, s'ils sont vraiment patriotes, qu'ils pensent aux 8 millions de morts, s'il vous plaît. Pensez aux 8 millions de morts. Si l'histoire, le fait de l'histoire a fait que par malchance, ils se sont retrouvés dans une même équipe avec les Kagame et les Museveni, et qu'eux étaient innocents, ils n'avaient pas des idées de faire le mal aux Congolais. Ils doivent s'expliquer. Hein? Un homme qui crée l'amitié, qui entre dans une amitié avec un voisin pour faire quelque chose et que ça capote devant là-bas, hein, c'est qualifié négativement comme étant un crime devant la loi. Alors la personne va s'expliquer. Non, moi quand je suis allé chez cette personne, je ne croyais pas que ça allait arriver là où c'est arrivé. Moi j'avais d'autres idées claires, justes, nettes. Mais la personne voulait aussi, avait des arrière-pensées. Il a fait tourner notre aventure à quelque chose là-bas de désastreux, tu vois. Vous savez, Big Mac en passant. Au pouvoir ne parle pas. C'est-à-dire, il savait très bien que ce qu'il faisait, ça allait amener la mort des Congolais. Ils ont contribué à tuer les Congolais. Un politicien congolais qui se dit innocent doit décréter une loi reconnaissant le génocide du peuple congolais. Elle va s'expliquer, même s'il a pris les armes. Moi, quand j'ai pris les armes, c'est parce que j'ai vu ça. J'ai cru qu'il y aurait ça, mais malheureusement, l'histoire a fait qu'il y a eu ça. Ce n'était pas ma visée, ce n'était pas mon objectif. Le peuple est là pour exactement, parce qu'aujourd'hui au Rwanda, on dit, il y a même un terme qui dit au Rwanda que le génocide rwandais n'a pas été prévisible. C'est ça. Mais j'ai suivi ça quelque part, moi, maintenant c'est le mot qui est maintenant à la mode. Exactement. Aujourd'hui, ils disent que le génocide rwandais n'a pas été prévisible. Faux. Ça, c'est faux. Faux et archi faux. Parce qu'en 1991, comme on dit 91, il y avait déjà des journalistes des organisations des Nations Unies qui ont signalé aux Nations Unies que faites attention au Grand Lac, il y a risque. On ne savait pas identifier très bien si c'était au Rwanda ou au Burundi, mais on disait qu'au Grand Lac, il y a risque d'avoir ce qu'on appelle génocide. Tout ça, mon frère, c'est des fuites d'informations provenant des gouvernements occidentaux de l'ONU. Exact. Ils savaient la force, c'est-à-dire ce qu'on appelle le conflit entre les Occidentaux eux-mêmes pour contrôler l'Afrique centrale. Ils savaient ça, que la politique qu'on est en train de mener maintenant, outre-mer par les Américains, les Européens, pour contrôler des zones là-bas en Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs, ça va mener la mort de beaucoup d'Africains là-bas. C'est cette idée qu'ils avaient là. Tu vois? Alors, ce n'est pas aux Américains de venir pleurer. Alors, moi, je me demande une question. Est-ce que notre gouvernement est le seul gouvernement au monde qui ne réplique pas aux autres gouvernements, apparemment? C'est ça. On a chassé les Congolais de chez nous, du Congo-Brazza. Qu'est-ce que le gouvernement congolais a fait? Absolument. Ça fait rigoler, mais ça fait du mal. On a chassé les Congolais de l'Angola. En Angola? Rien. Est-ce qu'on a des muets, on a des morts au gouvernement? Ça, je ne comprends pas. Et aujourd'hui même, c'est aujourd'hui le matin que j'ai suivi les ministres de communication et médias, nouvelle citoyenneté, quelque chose comme ça, qui disaient que non, ce n'est pas de la sorte, ce n'est pas parce que le voisin a chassé tes enfants que toi aussi tu dois agir directement en chassant ses enfants. Tu dois aller demander qu'est-ce que tes enfants ont fait là-bas et machin qu'on sort. Qu'est-ce que tu veux lorsque tes enfants reviennent chez toi en te montrant qu'ils sont blessés, en te disant que moi j'étais normal, j'avais mes papiers, ils m'ont arraché les papiers, ils ont déchiré. Les Congo qui étaient légalement là-bas, même illégalement là-bas, ils ont pillé leurs biens. Un homme du gouvernement qui dit ça,
il ne mérite pas d'être dans le gouvernement congolais. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Kikwete de la Tanzanie, il avait chassé les Rwandais dernièrement. Tu étais au courant. Jakaya. Il a attendu combien d'heures? Tu vois le président. Donc, ça montre que nous ne sommes pas dirigés. N'allons pas loin. Kagame a fait face à l'Afrique du Sud. On a chassé 3 de ces... Même si Kagame avait tort, il avait amené des espions et des criminels pour tuer des opposants rwandais. Il a montré qu'il est quand même président quelque part. L'Afrique du Sud a chassé. Kagame aussi, étant dans son tort, il a aussi répliqué. D'ailleurs, il a répliqué avec les doubles. On a chassé 3, il a chassé 6. C'est ça le problème. Et des fois, je me demande, est-ce que nous avons un président au Congo, ou soit nous avons un petit système de petits barbares, ou soit ça me revient. Des fois, je me demande, je me dis... Ça dépasse même la période des rois fainéants. Ça, c'est extraordinaire. Hein? Le silence, mon cher, si ce n'est pas la sagesse qui te dit de ne rien dire parce que tu n'as rien à dire, c'est l'ignorance parfois. Exactement. Parce que même si tu ouvres la bouche, qu'est-ce que tu vas dire? Tu ne connais rien. Exactement. Alors, mon frère Mwamba, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme aujourd'hui. Merci beaucoup. Encore une fois, merci. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Nous t'aurons encore prochainement. C'est notre devoir de parler, de donner les idées. Comme je t'ai dit, mais la Révolution française a commencé par les paroles, les idées, avant que le peuple puisse embrasser ces idées, les manger, les boire, afin de savoir maintenant créer quelque chose qui changerait la vie. Merci les amis qui nous ont suivis. C'était encore Marc dans son programme Le Carrefour des idées. En tout cas, M. Samuel Mwamba, notre mot d'ordre, il ne faut pas oublier. Ne jamais trahir. Ne jamais trahir les Congo. Merci. On se rencontre prochainement. Bye bye. Ciao, ciao. Merci.